Là, je vous mets une... J'ai une question. Est-ce que vous savez sur ces artistes-là, leurs influences en termes, je sais pas, ils sont intéressés à la psychanalyse, à la mythologie, parce que c'est quand même assez fort cet épisode du Phoenix, s'il y avait des références. La psychanalyse... Pensez à Jung, par exemple, et avec l'ombre, Bah, c'est toujours... quand on s'intéresse à cette génération de dessinateurs des années 70, c'est d'une certaine manière la première fois qu'on a une deuxième génération. C'est-à-dire qu'avant, il y avait eu différentes vagues de comic books, de super-héros, de choses comme ça, mais ça s'arrêtait tous les 5 ou 10 ans, et puis c'est un peu la même génération qui, depuis les années 40, tenait la boutique. Là, dans les années 70, ce sont pour la première fois des gens qui ont commencé à lire fin des années 50, début des années 60, qui en grandissant se sont dit je veux travailler dans les comics, et dont la formation finalement, je ne veux pas dire qu'ils sont incultes, mais une bonne partie de leur influence vient des comic books. C'est-à-dire que vous avez forcément, effectivement, il y a des figures primordiales, il y a des archétypes qui viennent, mais de la même manière que quelqu'un qui aurait basé une partie non négligeable de sa culture sur Star Wars, aurait ce côté un peu psychologie, du bien, du mal, des zones grises entre les deux, aurait hérité de ça. Donc il y a des choses qui sont reproduites, plus ou moins consciemment. Je ne me souviens pas tellement que Byrne ait fait des allusions à des figures de psychanalyse. Je crois qu'il en a peut-être plutôt hérité de manière indirecte par des gens qui, eux, avaient fait ce travail. Et donc là, on a une couverture des 4 Fantastiques dessinée par John Byrne, mais je vais vous parler un petit peu dans la continuité de ce qu'on vient de dire. C'est que, voilà, il y a quand même un grand tournant de sa carrière qui décide sur un phénomène de dispute. Et il va y en avoir une autre de dispute qui est un peu moins connue des fans. Au début des années 80, Jack Kirby, qui est un petit peu quand même l'architecte principal de ce qui est devenu Marvel dans les années 60, a conscience quand même qu'on multiplie les dessins animés, le merchandising, il y a des figurines, des choses comme ça, qui ne touchent pas vraiment d'intérêt sur ce qu'il fait. Il y a d'autres motifs de mécontentement. La plupart de ces planches, ces originaux ont disparu chez Marvel. À l'époque, la manière de faire, ils voulaient que d'ailleurs qu'on détruise les planches, qu'on les garde pas, on pensait que c'était un reliquat, que ça n'avait pas de valeur. Byrne calcule un petit peu la somme qu'il aurait pu toucher là-dessus, il est convaincu que les planches sont venues quelque part, et ceci venant à, je vous dis Byrne, c'est Kirby, excuse-moi, ceci venant après un certain nombre de déceptions de la part de Kirby. Kirby donc a un grand clash public avec Marvel et demande un petit peu une forme de rétribution, c'est-à-dire des intérêts de droit, une restitution des planches et des choses comme ça. Ça devient public, et là où ça concerne Byrne, c'est que Byrne, lui, à l'époque, va aller complètement à contresens de ça, c'est-à-dire qu'il fait un éditorial, une sorte de lettre ouverte, où il explique que c'est vachement bien d'être un type qui travaille pour une compagnie. Et que quand on est dessinateur, on accepte les règles. C'est-à-dire qu'en gros, en 80, John Byrne, qui est la star montante des comics, qui vient de recevoir quelques prix et dont la participation X-Men a été reconnue, il a aussi dessiné les Avengers ou deux, trois autres projets un petit peu discrets, des personnages que personne ne connaît. Ben non, là il est en position de leader de sa génération, et ce type-là adresse un camouflet à Kirby en disant en gros, bah, écoute, tu connaissais les règles, et c'est comme ça qu'il faut faire. Ça va lui valoir des immunités auprès de la profession. C'est quand même le type qui, au moment où tout le monde se mobilise, il va y avoir des opérations un petit peu de levée de fonds pour aider Jack Kirby à financer peut-être une affaire, un avocat, enfin, pour essayer de restituer son dû. Neil Adams, par exemple, qui est un autre dessinateur assez célèbre, se mobilise beaucoup pour aider Kirby. Il y a des pétitions, il y a des opérations, il y a des conférences dans les trucs. Et le jeune cador de l'époque, lui, en gros, dit à Kirby, ben, même pas vrai, quoi. Et ça va d'abord lui attirer quelques rancunes auprès des fans et de l'entourage de Kirby, ça c'est une chose. Et puis surtout de quelques pros qui va
retrouver à d'autres moments de sa carrière. Et il se trouve en plus, ce qui n'est sans doute pas forcément un hasard, que la grande série de John Byrne après les X-Men, c'est les 4 Fantastiques, c'est la reprise des 4 Fantastiques. Donc les Fantastiques Four. Ces 4 Fantastiques-là, voilà, il a eu la série qu'il voulait, il a eu une série où il ne partage pas le pouvoir. John Byrne est à la fois le scénariste et le dessinateur de la série. Il y aura même des moments où il est lui-même son propre encreur, et ce monsieur ira même jusqu'à lettrer ses propres BD. Et vous allez me dire, il fait tout? Ben non, il ne fait pas tout parce qu'il y a une chose qu'il ne peut pas faire, à son grand regret, il ne peut pas produire un comic book à 100%, il est daltonien. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas gérer la mise en couleur de ses propres BD, et ça sera toujours le petit détail qui l'empêche de faire un comic book à 100%, et dans les interviews et dans ses propos sur son site internet, on comprendra que c'est vraiment le petit truc qu'il ne peut pas faire et qui l'enrage un peu. La reprise des 4 Fantastiques, alors malgré ce désaveu, ce désaccord avec Jack Kirby, finalement, ça va être un vrai travail de disciple, ça va être un vrai travail de reprise en main. C'est sans doute là aussi une des meilleures périodes des 4 Fantastiques, en dehors des 100 premiers numéros qui ont été produits, je crois que c'est 106 ou un truc comme ça, qui ont été produits par Stanley et Jack Kirby. C'est dans les années 80 la redécouverte et la réappropriation de cet héritage-là, avec une grosse influence effectivement des épisodes de Kirby. John Byrne, le scénariste des 4 Fantastiques, va d'ailleurs souvent faire des continuations. C'est-à-dire que si vous lisez les premières années des 4 Fantastiques, vous trouvez quelques scénarios, beaucoup de scénarios mémorables, mais bien sûr, mais vous trouvez quelques histoires. Par exemple, il y a une histoire où le Docteur Fatalis échange son esprit avec Red Richard, donc le leader des 4 Fantastiques, pour le remplacer. Et bien, dans les épisodes de Byrne, vous retrouvez un moment où le Docteur Fatalis utilise cette technique pour sauver sa vie et changer de corps. Alors, on n'a pratiquement plus parlé de cette particularité-là depuis 20 ans. Il y a un épisode de l'époque Kirby et Stanley où le même Docteur Fatalis propulse le QG des 4 Fantastiques dans l'espace pour faire exploser, mais il n'y arrive pas. Ben, dans les épisodes de Byrne, une version de Fatalis dit finalement ça n'a pas marché la première fois, mais je vais le faire. Donc il y a beaucoup de récupération de plans en disant bon, on va aller jusqu'au bout de la chose. Et clairement, c'est quelque chose qui est dans une continuation totale de l'esprit de Lee et Kirby, qui est donc un paradoxe vu ce qu'on fait dans le contexte. Il y a une chose aussi, là-dessus je ne peux pas mettre 36 000 images, et je vous ai expliqué en plus que vu la productivité du bonhomme, on aura passé l'heure et demie, et je n'aurais pas pu vous montrer toutes les séries qu'il a produites, parce que sinon je suis obligé de vous séquestrer jusqu'à la fin du week-end, et encore. Donc dans les 4 Fantastiques, il y a aussi une chose qu'il va faire, c'est que Marvel avait beaucoup joué sur des ressorts, sur des effets un peu d'annonce dans les années précédentes, 70, en disant tiens, on va renouveler les 4 Fantastiques en mettant un nouveau membre. Il y a 2-3 scénaristes ou dessinateurs qui sont essayés à ça, qui se sont cassés les dents parce que quand on remplace la chose par un autre personnage ou la fille invisible par une autre femme, l'alchimie de cette famille de cœur ne fonctionne pas du tout de la même manière, et ça n'avait jamais marché sur long terme. John Byrne, lui, il va avoir l'idée de dire finalement on va enlever le membre le plus emblématique, qui est la chose, le type en orange, qui est un petit peu gras bleu au sens littéral. Et donc, on va prendre ces personnages-là, on va faire une autre série de la chose tout court. C'est moi qui l'écrirai d'ailleurs, donc Byrne qui devient 100% scénariste et qui est servi par un dessinateur. Et puis, dans les 4 Fantastiques, on va prendre, vous voyez la fille verte derrière, là, qui fait un petit peu comme dans la fiche d'Arme Fatale 3, qui est un peu en photobombing derrière. La fille verte, c'est la cousine de Hulk. Oui, les super-héros ont des cousins. Et qui était un personnage vraiment de second ordre. Ils avaient essayé de lancer la série, ça n'avait pas trop marché. Il avait récupéré 3 autres séries secondaires. C'est un personnage assez bateau. Et Byrne va l'incorporer dans les 4 Fantastiques en disant finalement, cette grande fille verte, je vais en faire un personnage sexy. Et là,
c'est le même effet que pour Wolverine, c'est-à-dire qu'il y a un avant et un après Byrne concernant Miss Hulk, ou She-Hulk pour les anglophones, et la cousine de Hulk, dans les 4 Fantastiques, devient un personnage super populaire, et elle va rester 40 ou 50 numéros dans cette série-là, au point d'ailleurs que quand Byrne s'en ira et qu'on fera marche arrière pour emmener la chose, la plupart des fans d'ailleurs regretteront le personnage. Donc là aussi, on peut parler du rôle de John Byrne comme étant un rénovateur de personnage. On ne peut pas dire qu'il ait créé forcément un membre des X-Men ou un membre des Fantastiques qui aurait changé l'histoire. Par contre, il a souvent pris un personnage du second plan pour en faire un truc complètement réinventé. Et que les lecteurs n'avaient pas capté au début, et d'un seul coup, qui s'impose aux lecteurs. Et là, après Wolverine, Miss Hulk joue ce rôle-là. Il y a aussi quelque chose dont il faut parler sur les 4 Fantastiques, c'est commence à apparaître, donc c'est la première grande série qui scénarise sur le long terme, commence à apparaître l'esquisse de certains thèmes un peu plus sérieux, un peu plus sociaux. Par exemple, il y a des épisodes où la fille invisible, donc qui est la femme de Mister Fantastic, qui sont le couple à l'intérieur des 4 Fantastiques, qui ont eu un enfant dans les années 60, je crois que c'est la principale scène d'accouchement dans les comics des années 60, encore c'est assez soft, c'est hors champ, c'est la première fois qu'un enfant naît dans les comics. Là aussi on a cette continuation-là, elle tombe à nouveau enceinte, alors vous allez dire, il nous refait le coup, il nous refait encore un scénario des années 60, sauf que là il y a fausse couche. Et dans un comic book de super-héros qui sont plutôt destinés pour les enfants et les adolescents, d'un seul coup aborder le thème de la fausse couche au début des 80, c'est pas super marrant comme vous l'aurez constaté, et ça démontre quand même une envie de parler de choses un peu plus sérieuses et un peu plus finalement un peu plus liées à la vie de tous les jours des lecteurs. Beaucoup de lecteurs d'ailleurs lui reprocheront d'avoir osé aborder une fausse couche dans un comic book de super-héros. Mais ça préfigure beaucoup de choses que Byrne va faire par la suite. Une autre série chez Marvel lui est pratiquement imposée. C'est-à-dire que dans ces épisodes des X-Men, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, Byrne a développé le côté canadien de Wolverine. Et il y a deux ou trois épisodes où il y a des super-héros canadiens qui essaient de venir récupérer Wolverine. La division Alpha, ou le Alpha Flight. Donc vous voyez un groupe là avec l'indicateur qui est une sorte de Captain America canadien, donc qui a la feuille, qui a le drapeau et puis deux, trois personnages secondaires. Byrne ne pouvant plus produire les X-Men, ne voulant plus produire les X-Men pour les raisons que je vous ai expliquées, Jim Shooter, le patron, se dit ben voilà ce qu'on va faire, on va lancer une série qui sera un petit peu les X-Men canadiens. Et on va demander à Byrne de la dessiner et de la scénariser en marge de ce qu'il fait déjà chez les 4 Fantastiques. Et Byrne ne veut pas parce que lui trouve que c'est une sorte de blague qui pouvait durer sur 2 numéros, qui n'avait pas de fonction. Ces personnages n'étaient pas faits pour exister en dehors d'un rôle secondaire. Mais enfin, finalement, on lui fait comprendre que s'il veut un petit peu continuer à être bien vu dans la société, il a intérêt à faire. Donc il sort à contre-cœur cette équipe de super-héros canadiens qui ne sont pas faits pour durer dans la continuité. Le procédé qu'il trouve, lui, pour faire malgré tout ce titre-là, c'est d'adopter une structure façon Mission Impossible. Alors là, est-ce que c'est conscient aussi? Est-ce qu'on en revient à ce visionnage de séries télé qui a façonné son imaginaire? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a ce truc-là, c'est que dans la première année du titre, il n'y a jamais vraiment le groupe réunis, c'est toujours des tandems ou des trios, il y a des alliances et des mésalliances, jusqu'au 10e numéro où il commence à tuer le leader, et il y a une sorte de déconstruction sur la deuxième année du groupe, où Byrne est en pilote automatique, et tombe les épisodes comme ça, parce qu'on lui a demandé de le faire. Et bizarrement, malgré ce que peut en penser Byrne, c'est là aussi une équipe qui va s'attirer beaucoup de sympathie auprès des lecteurs. Je pense que suivant la génération de lecteurs de comics, je pense qu'il y en a certains dans la salle, il y a beaucoup de gens qui ont un très bon souvenir de son Alpha Flight. Peut-être aussi parce que finalement, lui aussi se permettait des choses qu'il n'aurait pas fait sur une série où il aurait tenu compte des personnages, où il aurait tenu aux personnages. Par exemple,
la jeune fille qui est à l'extrémité de la. Bon, là aussi, on vous montre un petit peu que Burns, dans les courbes, il sait faire. Cette jeune fille qui s'appelle Aurora est schizophrène. Donc il y a un vrai travail pendant toute la période où Burns s'occupe de la série pour expliquer comment elle a un problème de doublement de personnalité. Enfin, il y a un. Là, on part pas chez le psy, hein, tout à l'heure on parlait de ça. Je me garderais bien de dire que c'est un travail scientifique sur la présentation de la schizophrénie, mais en tout cas il y a une volonté d'aborder ce handicap. On renoue finalement avec l'esprit des premiers Marvel où il y avait bien souvent un handicap, où Matt Murdock était aveugle, où Don Black, c'est-à-dire l'alter ego de Thor, était boiteux, ou enfin il y avait toujours un petit truc, et ben là on retrouve ça. Le personnage de North Star, qui donc s'appelle Vega pour les francophones, les lecteurs des VF, il a une autre particularité, c'est que Byrne décide très vite que ce personnage-là est homosexuel. Alors, on retrouve un thème qu'il avait déjà abordé dans ses premiers fanzines, mais il ne le dit pas. C'est-à-dire qu'il le sous-entend dans ses scénarios, mais à aucun moment il l'officialise. C'est une sorte de secret éditorial entre lui et l'éditeur, et c'est quelque chose qui ne sera seulement officialisé dans les années 90, bien longtemps après que Byrne ait quitté la série, et puis parce qu'on pensera qu'à ce moment-là, on peut le révéler. C'est-à-dire qu'on peut relire, sachant ça, les épisodes de Byrne et comprendre quelques allusions. Honnêtement, quand on lisait à l'époque, c'était pas si évident que ça, pas compréhensible. Ce n'est qu'en sachant qu'on peut le. Même en VO? Non, c'est pas. Il y a 2-3 trucs. C'est le frère et la sœur. C'était clair comme de l'eau de roche pour un gars qui lisait ça à l'époque. Moi, je peux te dire, je l'ai lu. Alors, je l'ai lu en VF. J'ai compris les allusions il y a un truc, immédiatement. Je l'ai lu quand j'étais gamin en VF. Alors peut-être que ça a fait. Non, en VF, il y avait. C'est pour ça que j'ai demandé pour la VO, hein, parce que moi en VF, je pense que. J'étais un hétéro jeune innocent. Et je pense que les éditions Luc voulaient que tu restes un hétéro jeune innocent. Alors ils ne comprenaient rien non plus. Il y a des jeux de mots introduits aussi. Oui, non, mais en fait, le truc, c'est que souvent, il y a des gens qui lui font réflexion, qui font, ouais, quand tu sais ce que t'es, enfin, il y a des trucs comme ça qui sont un peu bizarres. Le truc, c'est que le personnage est indépendamment de ça un mutant. Et comme chez Marvel, il y avait beaucoup de trucs sur les mutants, sur des choses comme ça, on se dit, voilà. Le vrai truc, c'est que quand on lit ces épisodes, ça sort aussi les mutants et que les autres ne font pas la réflexion. Effectivement, on devrait comprendre qu'il se passe autre chose, mais. En fait, il y a l'allusion claire comme de l'eau de roche, c'est quand, dans les origines de North Star, quand Vindicator lui explique, enfin le futur Vindicator lui explique que quand son pouvoir est apparu, il en a tiré parti pour gagner plein d'argent, devenir un skieur, renommé international, etc. Tout à coup, tout était à votre portée. La gloire, l'argent, les femmes. Encore que les femmes, ça n'a pas eu l'air de vous intéresser trop. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai compris.